Un message lu sans réponse, une remarque lancée à la volée, un silence trop long au téléphone. Et voilà que l'intérieur s'effondre, que la journée vacille, que la pensée tourne en boucle autour de ce minuscule grain de sable devenu avalanche. Vous n'êtes pas brisé, vous êtes possédé, non par les autres, mais par votre propre manière de recevoir le monde. Nietzsche ne parle pas ici de sensibilité, il parle de dépendance émotionnelle. Vous ne réagissez pas au monde tel qu'il est, mais à l'image que vous exigez qu'il vous renvoie. Chaque mot devient verdict, chaque silence devient rejet. Le réel, au lieu d'être vécu, est interprété comme un tribunal. Et le plus cruel, ce pouvoir, ce n'est pas l'autre qui l'a pris, c'est vous qui l'avez offert. La suite n'est pas un refus du monde, c'est un rappel d'alignement, une reprise de souveraineté. Vous avancez dans la rue comme un radar laissé sans protection. Chaque regard effleure votre peau nue, chaque soupir d'inconnu résonne dans votre cage thoracique comme un verdict. Vous ne marchez pas, vous captez. À force d'ouvrir tous les canaux, vous avez oublié que l'antenne n'est pas censée devenir la ville entière. Nietzsche l'avait pressenti. Le faible n'est pas celui qui manque de force, mais celui qui ne sait pas décider de ce qu'il laisse entrer. Entre votre rétine et votre esprit, la frontière s'est dissoute. Le monde déverse ses signaux bruts et vous les habitez avant même de les comprendre. Voyez-vous la scène? Un ami tarde à répondre et déjà votre rythme cardiaque s'accorde à cette absence. Un collègue fronce légèrement les sourcils et votre journée se colore comme si le ciel avait changé de saison. Vous recevez tout dans l'état liquide. Rien ne se décante avant de devenir sentiment. Cette hypersensibilité n'est pas don poétique. Elle est dette permanente. À chaque micro-stimulus, votre système nerveux paie son tribut, comme un petit royaume qui doit verser l'impôt à toutes les puissances voisines. Sous cet afflux, l'ego se construit en surface, fragile comme une mousse. Il dépend d'une approbation continue pour garder sa consistance. Qu'on coupe le flux, et il retombe sur lui-même, désorienté. Cette dépendance transforme le silence d'autrui en réprimande, la neutralité en menace diffuse. Vous vivez alors à découvert émotionnel, sans amortisseur, oscillant entre l'euphorie qu'un sourire déclenche et la fatigue qu'un haussement d'épaule imprime sous votre peau. Pourtant, la vulnérabilité n'est pas condamnation. Elle devient arme lorsque le centre recouvre son droit de veto. Nietzsche n'invite pas à ériger des murs de pierre, mais à redresser un seuil intérieur, cet instant infinitésimal où l'impression devrait attendre le jugement avant de se proclamer vérité. Là se trouve le premier acte de maîtrise. Reconnaître que recevoir n'est pas subir, qu'une antenne peut orienter son faisceau, qu'une conscience peut demeurer poreuse au monde sans se dissoudre dans le moindre écho. Alors la sensibilité cesse d'être un filet percé. Elle devient un instrument accordé, capable de trier la musique dans le bruit, de laisser filer le vent sans se laisser emporter. Le véritable piège n'est pas l'émotion en elle-même, mais la vitesse à laquelle elle s'empare de vous. Avant même que la pensée formule une hypothèse, le corps a déjà choisi sa chimie. Le sang se gorge d'adrénaline, la mâchoire se tend, le souffle se fait court. Vous croyez décider de votre colère. En réalité, elle vous précède, comme l'éclair précède le tonnerre. Nietzsche nommait cette antériorité l'animalité, une strate archaïque où l'instinct règne, où la conscience n'entre qu'en second, souvent pour justifier ce qui a déjà été acté dans les fibres. Nous ne sommes pas tant des êtres rationnels qui parfois s'emportent que des créatures réactives qui tentent de rationaliser après coup. Rappelez-vous la dernière fois qu'un mot de travers a enflammé votre poitrine. À cet instant, aucune analyse de contexte, aucune bienveillance apprise n'a eu le temps d'intervenir. Le nerf vagabond a abrégé la délibération, offrant à l'ego un scénario prêt, à l'emploi. Je suis attaqué, donc je dois rendre coup pour coup. C'est un réflexe de survie transposé, mal adapté au théâtre social. Or, tant que ce raccourci demeure invisible, vous resterez prisonnier d'une temporalité étriquée, celle où la réaction précède la compréhension, où la parole sort avant que la pensée ne choisisse le trajet. Pour Nietzsche, dépasser l'humain, trop humain, commence par reconnaître cette chronologie inversée. Ce n'est pas la raison qu'il faut museler, mais la précipitation qu'il faut exposer à la lumière. Dès qu'elle est vue,
le sortilège s'amenuise. Car la colère vit de surprise. Elle prospère dans le laps de temps qui sépare la stimulation du regard lucide. Réduisez cet interstice et vous réduisez le règne de l'instinct. Mais si vous le niez, si vous le couvrez de rationalisation morale, vous lui accordez un passe-droit perpétuel. Le défi n'est donc pas de supprimer l'émotion. Elle est un baromètre précieux, mais d'étirer cet espace microscopique où le choix pourrait se glisser avant le mot qui blesse, avant le geste qui engage. Approcher ce cœur incandescent sans se brûler exige une lenteur volontaire, une suspension de jugement, un souffle plus long que l'impulsion. Alors, l'animal ne disparaît pas. Il se couche au pied de la conscience, prêt à donner sa force au moment requis, plutôt qu'à déclencher, sans mandat, une guerre à chaque tressaillement de l'air. L'ego affamé est un enfant glouton. Il réclame sans cesse des miettes de regard pour sentir ses contours. Tant que l'on ne comprend pas cette faim, on se confond avec elle. On la baptise dignité, respect, voire amour-propre, alors qu'elle n'est qu'une dépendance impatiente. Nietzsche voyait dans ce besoin la signature de l'homme encore inachevé. Celui qui, faute de racines intérieures, doit être irrigué depuis l'extérieur, comme un vase fissuré que l'on remplit à coups de louanges avant qu'il ne se vide de nouveau. Cet égo fragile découvre tôt sa méthode de survie. Attirer l'attention, obtenir l'assentiment, exiger réparation lorsque le monde ne reflète pas l'image espérée. Un compliment se transforme en perfusion, un silence devient privation d'oxygène. Tout est réévalué à l'aune du miroir. Un rictus dans la rue, la ponctuation d'un message, la chaleur fluctuante d'un partenaire. Dans l'instant où l'approbation surgit, le corps se dilate comme une fleur brusquement arrosée. Puis, la soif reprend, plus aiguë, parce que l'expérience a confirmé la dépendance. On ne s'en aperçoit pas, tant l'automatisme paraît naturel. Qu'y a-t-il de plus légitime que de se sentir visible? Pour Nietzsche, cette légitimité apparente cache une tragédie. Livrer son sentiment d'existence à la merci des autres revient à leur céder le gouvernail. Celui qui a besoin d'être reconnu pour respirer se place dans une hiérarchie invisible dont il occupe toujours le bas, puisque son essence même dépend d'un geste extérieur. Il court donc après des situations où ce geste pourra être reproduit. Il choisit sa tenue pour un impact maximal, calibre ses paroles pour déclencher la validation attendue, évite les lieux où le miroir ne lui offrira aucun écho. Chaque journée devient un marché où l'on échange l'intégrité contre de petites subventions d'estime. Cette logique ne génère pas seulement de la fatigue, elle fabrique du ressentiment, car l'ego affamé, sitôt repu, craint la prochaine disette. Il scrute les signes d'abandon, repère les failles d'attention, interprète la moindre nuance comme prémisse de dévalorisation. D'où ces irritations subites face au retard de réponse, ces colères latentes quand un projet n'est pas loué, ces tristesses sans objet lorsqu'aucun regard ne confirme notre silhouette. L'ego se sent trahi par le monde parce qu'il confond l'insouciance d'autrui avec une attaque personnelle. Il pose sa valeur sur la place publique et s'étonne que le vent l'emporte. Comprendre ce mécanisme n'abolit pas la faim, mais ouvre un couloir vers une autre forme de satiété. On découvre alors qu'un regard non reçu ne tue pas, qu'un silence peut rester silence sans devenir verdict. L'ego continue de murmurer sa nécessité, mais ses cris cessent de résonner comme des alarmes. Dans l'espace nouvellement libéré, la perception se détend. La valeur quitte le champ des transactions et s'installe dans une intimité que l'œil d'autrui peut croiser sans avoir à la nourrir. L'autre, avec son rire nerveux, son indifférence feutrée ou sa critique en coin, n'est pas l'agresseur que vous imaginez. Il est le miroir que vous refusez. Chaque fois qu'une parole vous entaille, ce n'est pas parce qu'elle possède une lame, mais parce qu'elle épouse déjà la fissure sous votre peau. Nietzsche observait que l'homme projette sa fragilité sur le monde afin de pouvoir la combattre sans se reconnaître vaincu. Ainsi naît la colère, morale, l'indignation vertueuse, l'irritation chronique. Pourtant, ce que vous appelez offense n'est qu'un signal optique, la réverbération d'un éclat intérieur jamais traité. Celui qui vous ignore touche, sans le savoir, le noyau de votre besoin d'exister dans le regard d'autrui. Celle qui vous juge réveille la crainte ancestrale d'être déclaré insuffisant. Ce renvoi n'a rien d'accidentel.
Le monde joue de votre sensibilité comme un clairon annonce l'aube, non pour vous punir, mais pour vous révéler le terrain exact où votre forteresse reste inachevée. À chaque irritation correspondant une zone d'ombre, exposez-la, et l'aiguillon perdra sa faculté de pénétrer. Mais tant qu'elle demeure occultée, le geste le plus banal, une moue distraite, un ton trop sec ouvre la brèche, et vous voilà engageant bataille contre un adversaire ignorant même l'existence du conflit. Nietzsche parle ici d'interprétation. Nul fait n'est en soi blessant. La blessure naît de la lecture qu'en fait un ego déjà meurtri. Le miroir n'invente rien. Il offre seulement une surface où vos cicatrices anciennes se reflètent comme neuves. Cette perspective transforme la scène sociale. L'autre cesse d'être une menace, il devient un indice. Chacun porte involontairement la lanterne qui éclaire un recoin de votre architecture intérieure. Ainsi, l'exaspération peut, si l'on s'y attarde sans jugement, devenir topographie intime. Telle remarque attise la honte. Tel silence met à nu la peur de ne pas compter. Telle supériorité affichée dialogue avec un orgueil blessé. L'exercice exige une lenteur presque minérale. Observez la brûlure, remontez jusqu'au combustible, puis discerner ce qui, en soi, réclame encore la reconnaissance ou redoute la disparition. Lorsqu'on accepte cette fonction réfléchissante, la tension se déplace. Au lieu de se contracter pour repousser l'attaque, la conscience s'ouvre pour cartographier le terrain vulnérable. L'irritation devient alors non un échec à éviter, mais un panneau indicateur vers la partie de soi encore en attente de consolidation. Le miroir extérieur, loin d'être brisé, sert enfin à polir la surface interne jusqu'à ce que plus aucune brèche ne demande au monde de la combler ou de la défendre. Transmuter la rage n'est pas la refouler, c'est l'inviter à traverser le creuset jusqu'à ce qu'elle change d'état. Tant que la colère est traitée comme intruse, elle campe aux frontières du corps, frappant les portes chaque fois qu'un son lui rappelle l'ancienne blessure. Le premier mouvement consiste donc à lui ouvrir, non pour la couronner, mais pour l'asseoir face à la conscience. Regardez-la. Chaleur brute, allure de bête, elle prétend défendre votre honneur, alors qu'en réalité, elle défend les ruines d'un ego sous-alimenté. Nietzsche l'aurait pointé du doigt. Rien n'est plus pathétique qu'un ressentiment déguisé en vertu. Dans le four de la tension, la rage révèle bientôt sa vraie nature. Une énergie sans forme, non un crime moral. Laissez-la battre, siffler, pulvériser les pensées parasites, observez son flux, la localisation de son feu, la vitesse à laquelle il cherche une cible. L'exercice requiert un stoïcisme actif. Pas de fuite, pas de justification, simplement le regard nu. À mesure que vous la contemplez, une décantation s'opère. L'instinct de frapper se dissout, ne subsiste qu'une vibration dense, disponible. Vous sentez la masse calorique sans l'histoire, l'élan sans le récit victimaire. Vous êtes passé de la colère personnage à la colère carburant. C'est ici que commence l'artisanat intérieur. Donner à cette matière une architecture. Respiration longue, le feu descend dans le bas-ventre. Posture redressée. La tension se redirige vers l'axe, non vers l'extérieur. Verbe ralenti. La bouche ne libère plus l'explosif à l'état gazeux. Elle le laisse se comprimer en paroles pesées. À chaque cycle, l'énergie gagne en densité, comme un métal fondu qui se coule dans un moule inédit. L'ancien réflexe voulait décharger, la nouvelle intention veut investir. Progressivement, la présence change de texture, regard plus clair, geste plus sobre. Le monde remarque un calme inhabituel, mais c'est un calme incandescent, non glacé. Vous n'avez pas supprimé la rage, vous l'avez assignée à un chantier plus vaste. Écrire la page, soulever la pierre, tenir la promesse longtemps différée. L'attention jadis dissipée en éclats s'inscrit désormais dans la durée, et cette durée devient levier. Ainsi s'accomplit la transmutation. De l'émoi instable à l'énergie dirigée. Du spasme réflexe à la force tranquille, qui, sans éclat, déplace pourtant le réel. Lorsque l'énergie cessait de s'évaporer en éclats, elle s'accumulait en vous comme une charpente invisible. Chaque émotion transmutée, chaque réaction suspendue, ajoutait une poutre ou une pierre à cette architecture intérieure. Il ne s'agissait plus d'éviter le monde, mais de lui offrir une résistance douce, semblable à celle d'un chêne. Le vent le traverse, il ne cède pas.
Nietzsche aurait reconnu là la naissance d'un moi fortifié, non pas blindé contre la vie, mais étayé de l'intérieur, capable de plier sans rompre. Le premier signe de cette métamorphose apparaît dans la manière dont vous habitez le silence. Autrefois, une absence de réponse creusait un puits d'angoisse. Désormais, elle devient un interstice où le souffle s'allonge, où la pensée résonne avant de décider. La valeur n'est plus livrée aux fluctuations d'un regard. Elle est enchâssée comme une source souterraine qu'aucune sécheresse ne menace. Vous sentez la différence au miroir, non pas fierté, mais consistance. Votre reflet n'attend plus le verdict de l'instant pour se tenir droit. Cette structure n'annule pas la sensibilité. Elle la hiérarchise. Un mot blessant franchit toujours la peau, mais il ne trouve plus un vide où se propager. Il rencontre un sol ferme, une sorte de socle qui absorbe l'impact et restitue le silence. Vous vous surprenez à répondre plus doucement, parfois à ne pas répondre du tout, non par stratégie, mais parce que rien, en vous, n'a été déplacé. La provocation tombe comme une pierre dans un lac profond. Quelques cercles s'élargissent, puis la surface se referme sans perte de l'eau. Ce calme n'est pas indifférence, il est affirmation d'une autorité que vous n'avez plus à réclamer. Les autres le ressentent, certains s'apaisent à votre contact, d'autres s'agacent de ne pas trouver prise. Leur jugement glisse, ne s'accroche plus aux aspérités de l'ancien égo friable. Dans cette absence de prise réside une liberté neuve, décider de parler ou de se taire sans être tiré par l'aiguillon de la justification, accepter ou refuser sans que la peur de déplaire devienne argument. Plus la structure se consolide, plus le monde extérieur perd son pouvoir de signature émotionnelle. Vos jours ne se colorent plus aux pigments des humeurs environnantes. Ils tirent leur teinte d'une palette interne, mélangée patiemment, protégée des éclaboussures du vacarme. Non pas parce que vous avez trouvé un refuge, mais parce qu'un centre s'est levé, et qu'il n'a plus besoin de témoins pour tenir. Descendre vers l'ombre n'est ni chute ni punition. C'est la suite logique du chantier intérieur. Les murs que vous avez dressés pour soutenir la présence ne tiendront qu'à condition d'épouser la roche la plus profonde, celle où vivent encore les formes brutes que vous nommiez autrefois faiblesse. Nietzsche et Jung se croisent ici. L'un n'avertit que qui lutte contre des monstres risque d'en devenir un, l'autre affirme que ce risque est la porte même de l'intégration. Tant que ces monstres restent dehors, vous les combattrez sans fin. S'ils rentrent, ils cessent d'être bêtes fauves pour devenir ouvriers de la même maison. La descente n'a rien d'héroïque. Elle ressemble au travail d'un mineur qui avance à la lampe vacillante, interroge les parois, découvre des filons de rage, de honte ou de désir dont la simple proximité faisait trembler le sol. On croyait les sceller dans l'oubli. On découvre qu'ils soutiennent la montagne. Les contempler sans heurts exige une lucidité presque tendre, capable de reconnaître que la jalousie était une aspiration dévoyée vers la comparaison, que la peur abritait une sensibilité fine au chaos, que la colère indiquait une allergie instinctive à l'injustice. Les affects bruts perdent alors leur masque menaçant. Ils se laissent façonner à la mesure de l'axe, parfois se taisent, parfois offrent leur force, mais ne cherchent plus à prendre le gouvernail. À mesure que ces nappes souterraines rejoignent les canaux de la conscience, l'air se modifie, la lumière qui pénètre la caverne ne les efface pas, elle révèle leur relief, leurs veines irisées. Rien n'a été détruit. La part obscure se voit confiée à des tâches précises, presque artisanales. La colère devient discernement des limites. Le désir, appétit de création, la peur, capteur précoce d'ondes dangereuses. L'ensemble compose un orchestre où chaque instrument, discipliné mais vivant, joue pour la même partition. De l'extérieur, on perçoit un calme opaque. De l'intérieur, circule une musique grave, ponctuée de timbres graves, certes, mais accordée à l'unisson. Rien n'est laissé au dehors, rien n'est renié. Tout est repris, fondu, coulé dans la charpente, comme si la maison, enfin, reconnaissait le droit d'habiter à chaque recoin de sa propre nuit. Lorsque l'ombre a pris place au rez-de-chaussée de la conscience, les couloirs du dedans deviennent soudain silencieux. Ce silence n'est pas le vide. C'est la respiration d'une maison où chaque pièce sait désormais à quoi elle sert. Dans cet espace, la paix n'est plus l'absence d'agression, elle est absence de dépendance.
Le monde continue de bruire, les messages qui tardent, les remarques acides, les humeurs d'autrui. Mais ces stimuli n'ont plus la clé des serrures sensibles, car les serrures ont été retirées. On entend le vacarme comme on entend la pluie tomber derrière des vitres épaisses. Un phénomène, non une injonction à réagir. Cela ne signifie pas indifférence. Vous percevez toujours l'injustice, la maladresse, la peine des autres. Simplement, elle ne traverse plus votre peau pour aller s'inscrire au registre de l'ego. Votre système nerveux traite l'information avant qu'elle ne devienne émotion de seconde main. Ce filtre n'est pas une barrière, c'est un diaphragme qui régule la pression afin que l'air ne vous arrache pas les poumons. Ainsi, le silence intérieur demeure, même quand vous répondez, même quand vous riez, même quand vous protestez, car l'acte naît d'un choix, non d'une secousse. La paix sans dépendance se reconnaît à un détail. Le temps semble s'élargir autour de chaque stimulus. Entre le fait brut et la résonance, un interstice s'ouvre où la conscience respire, évalue, décante. Rien ne presse, même lorsque le contexte exige promptitude. Cet écart infime, gagné sur la compulsion, devient un royaume. Il autorise la nuance, préserve l'oxygène des relations, empêche le malentendu de devenir récit. L'on ne vit pas au ralenti, l'on vit épaissi, comme si le moindre instant disposait d'une marge de manœuvre auparavant confisquée. Dans cette densité nouvelle, la présence s'imprime sans heurts, et le monde, ne trouvant plus prise pour y planter ses hameçons, glisse doucement vers la périphérie où il redevient paysage. Lorsque la dépendance se tait, le vacarme du monde devient simple rumeur d'arrière-plan. Il ne dicte plus le pouls, il souligne seulement l'allure. Vous n'êtes pas devenu indifférent. Vos antennes captent toujours les frémissements humains, mais elles n'en font plus des verdicts. Cette respiration neuve ne cherche ni victoire ni applaudissement. Elle se suffit de peser justement, sans devoir balancer la preuve de son poids. Nietzsche nommait cela la volonté de puissance, non pour régner sur d'autres volontés, mais pour tenir la vôtre au centre de la scène intime, là où aucun témoin n'est requis. Ce dépassement silencieux renverse l'ordre habituel. Vous ne réagissez plus pour confirmer votre valeur. Vous agissez depuis une valeur déjà constituée. Les miroirs extérieurs glissent comme l'eau sur la pierre polie. Ils peuvent refléter, jamais pénétrer. Vous sentez la différence au rythme des jours. L'énergie ne se dilapide plus à réparer l'ego, elle se concentre à bâtir la trace durable de vos gestes. Les mots que vous choisissez pèsent davantage parce qu'ils ne tirent plus leur urgence d'une blessure. Ils descendent d'un lieu où la forme est décidée avant le bruit. Si ces lignes éveillent quelque chose de familier, c'est peu être que la mue a déjà commencé en vous. Une lassitude envers la réaction, une curiosité pour ce silence résolu qui ne demande rien, offre beaucoup. Poursuivre ce fil ne réclame pas de serment public. Il exige seulement que, la prochaine fois qu'un pic arrive, vous vous surpreniez à ne pas vaciller non par effort, mais faute de points vulnérables où l'accrocher. Là, vous saurez que le monde n'a plus la main sur votre climat intérieur et que le trajet vers la souveraineté personnelle a vraiment trouvé son élan.